Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 23 août 2022. À la une ce soir, l'horreur au quartier Biémassi à Yaoundé. Le corps d'une femme décapitée retrouvé dans un sac de voyage. La victime assassinée par sa belle-sœur pour la somme mirobolante de 50 milliards de francs CFA. Une Camerounaise impliquée dans un meurtre aux États-Unis d'Amérique, accusée d'avoir tué 2 personnes à bout portant à l'aéroport d'Atlanta. Elle est entre les mains de la police. Interdiction de commercialisation des produits éclaircissants. Les fabricants fondent la résistance dans les marchés de Douala. Plusieurs commerçants bravent l'interdit du ministre de la Santé publique. Voilà pour les titres. L'affaire défraie la chronique depuis les premières heures de cette journée. Une femme aurait assassiné, décapité sa belle-sœur dimanche dernier dans un hôtel du quartier Acacia à Yaoundé. Celle-ci a été prise la main dans le sac alors qu'elle allait à la livraison de cette commande estimée, tenez-vous bien, 50 milliards de francs CFA. Le film de ce drame avec Delphine Fonkoutene et Constant Kamgar. Le maintien résonne des 4 coins et attire des curieux à la quête d'informations relatives à ce spectacle saisissant. C'est dans une réunion, le village de mon mari, quoi. Non, je dois de l'argent à près de 4 millions. Ce sont mes dettes. Donc il m'a dit que dès que je fais ça, je vais n'importe quel cimetière, je dépose le corps, je filme, je l'envoie. Qui découpe tous les corps et range dans la valise? C'est moi, j'étais seul. Aveu de bourreau à l'autorité judiciaire. Ces faits se déroulent pratiquement en 24 chronos dans cet hôtel du lieu dit Biémassi Acacia à Yaoundé. Début de la scène, dimanche 21 août dernier. Elles sont venues et c'est la victime qu'elle a fait enregistrer. C'est elle qui avait sa carte, elle a fait enregistrer. Maintenant, ils ont commandé 2 boissons, une petite Guinness et une 33. Ils sont assis ici, elles ont bu. Maintenant, quand elle monte, elle a commencé à faire semblant comme si elle avait froid. Elle monte pour aller dans la chambre. C'est là où la victime lui demande que comme toi tu montes là, moi je fais comment je rentre. Elle lui dit non, montons. Et ils sont montés. Une fois dans cette chambre numéro 201, scellée pour besoin d'enquête, le pire se produit. Elle a cassé, elle a tapé la bouteille sur sa tête. Elle est tombée. Donc j'ai pris le début de verre de la bouteille là. C'est ça que j'ai égorgé. À la maison familiale à un pas, cette présumée meurtrière essaie de brouiller les pistes. Donc elle allait dormir chez eux parce qu'ils habitent ensemble, ils cohabitent. Elle dormait chez eux et commençait à créer la polémique là-bas. On cherchait, ils appelaient Mbombo. À Yaoundé le lendemain matin, c'est-à-dire hier lundi, celle-ci se représente à l'hôtel. Le corps sans vie de sa victime restait dans la chambre. Elle est venue reconduire la chambre le matin et dit qu'on ne fasse pas le ménage. Et elle est repartie. L'accusé d'homicide se fait apercevoir par le personnel de l'hôtel. Quelques minutes plus tard, toute chargée. Vous libérez la chambre. Elle me dit non, je vais faire une course, je reviens. Je dis que la valise est tellement lourde, je peux envoyer un garçon d'État vous aider à porter la valise. Elle me dit non, ça va. Je dis que non, ça va. Mais la valise est lourde. Laissez, on vous fait transporter la valise. Elle dit non. Quand elle descend l'escalier, je dis à mon collègue avec qui j'étais, je suivais la dame là, je vais aller dire au patron qu'il y a une dame qui transporte une valise lourde. Et c'est suspect parce que l'eau suinte à l'intérieur de la valise. Même en présence du top management de cette structure hôtelière, la dame en question s'oppose à l'ouverture de sa valise. Elle nous fait comprendre que c'est sa nourriture, qu'elle allait vivre frais, qu'elle part à l'aéroport. Je lui demande s'il y a un vol à cette heure-ci. Et en même temps, la valise cherchait à s'ouvrir des 2 côtés. Mais comme elle était solide, ça restait quand même, elle passait le temps à appuyer. Les forces de défense et de sécurité appelées en renfort. Quand le copain me dit que ok, j'appelle donc, on vient te porter ta valise et on te met, on va aller ouvrir à la brigade. Elle dit que c'est sa belle-sœur qu'elle a découpée, elle a mis dans la valise. Les autorités descendues sur les lieux au cœur de cette nuit pour faire le constat. Elle avait
nettoyer, mais il y avait l'eau par terre et tout. Elle a couvert, comme il y a les miroirs au niveau des murs, elle a couvert le miroir du drap. Celle qui est reconnue ici comme ancienne riveraine du quartier est appelée à la reconstitution des faits. Elle a sectionné le cou, elle a sectionné le sexe, elle a bien coupé les articulations, bien tapé, ramolli le corps pour qu'elle mette dans la valise. Une valise, de la marchandise qui devait être livrée hier soir dans un cimetière de la place à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Apprend-on. Le corps morcelé de Mbombo, comme on l'appelait affectueusement, est gardé, et sa belle-sœur en exploitation à la compagnie de gendarmerie des Foulanes. Et en attendant les résultats de l'enquête en cours, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé 6e se veut rassurant. L'autorité administrative félicite l'acte de bravoure du personnel de cet établissement hôtelier sur les mesures prises et relatives à ce drame. Je vous propose d'écouter Joseph Alain Etoundi, sous-préfet de Yaoundé 6e, au micro de Muriel Aminanga et Michel Foucault. Pour le moment, nous avons pris quand même certaines mesures concernant l'établissement hôtelier, la suspension de toute activité commerciale et puis plus tard, certainement après les enquêtes et autres, nous allons procéder à la fermeture temporaire de l'établissement jusqu'à ce que toute la lumière soit faite autour de cet événement. C'est vraiment un fait inédit. Les services de renseignement et ceux judiciaires d'ailleurs sont actuellement sur le dos. Et c'est à coup de machette qu'un homme a été tué à Bafoussam, conducteur de gros porteurs. Il a été assassiné par 4 présumés malfrats. Ses bourreaux sont tombés dans les filets des forces de l'ordre. Les infortunés ont été présentés à la presse ce jeudi en présence de nos correspondants Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. L'âme du nommé Fondop Francis, 48 ans, chauffeur de gros porteurs en service dans une société de transport interurbain à Bafoussam, peut désormais reposer en paix. Sa famille jadis éplorée pousse enfin un ouf de soulagement et pour cause, les éléments de la brigade anticriminalité de la police judiciaire de l'Ouest viennent de mettre la main sur le gang de 4 présumés suspects qui avaient ôté la vie à ce père de famille au quartier Toquette par Bafoussam alors qu'il regagnait son domicile. Dans la nuit du 3 au 4 août 2022, regagnait son domicile. Il a été accosté par ces malfrats qui lui ont administré plusieurs coups de poignard et de machette avant de le déposséder de ses biens. Ce dernier rendra l'âme quelques minutes après leur départ. Le chef de la division régionale de la police judiciaire de l'Ouest a donné des instructions fermes à la brigade anticriminalité, nous demandant d'interpeller ces suspects, de les mettre hors d'état de nuire dans de très brefs délais. Après exploitation à leur actif, plusieurs cas de braquage et d'agression dans la ville de Bafoussam. Ils se mettent dans des coins sombres et lorsque d'honnêtes citoyens regagnent leur domicile à des heures indues, ils interviennent et n'hésitent pas à ôter la vie ou à blesser ou à découper d'une violence indescriptible et barbare les victimes qui pourraient opposer une quelconque résistance. Il s'agit des présumés suspects dont la moyenne d'âge est de 21 ans. Ma joie est très grande à savoir, n'est-ce pas, qu'ils sont déjà entre les mains de la justice. Et je remercie grandement, n'est-ce pas, la police, n'est-ce pas, d'avoir mis les mains, parce que on ne s'attendait pas, n'est-ce pas, à ce qu'on porte la main sur ces gars. Je suis très contente à savoir qu'il est entre les mains de la police et vraiment merci à la police parce qu'ils ont pu faire leur travail. La division régionale de la police judiciaire de l'Ouest a décidé de tordre le cou à la grande criminalité qui sévit dans cette partie du territoire. Et les forces de l'ordre viennent également d'effectuer une grosse prise dans le département du Mungo. Elles ont mis la main sur un gang de 13 malfrats spécialisés dans les agressions en bande et braquage. Les détails avec Junior Roussin et Emmanuel Ngomba. La traque de ces présumés hors-la-loi a duré une semaine environ. Ils sont 13 présumés bandits dont l'âge varie entre 22 et 43 ans, cueillis par la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord. Ces hommes sont accusés de vol à main armée
d'agression, d'escroquerie et de port d'armes illégales. Commandant de compagnie de gendarmerie de Bandjoun qui nous a appuyé pendant l'opération et a permis de mettre la main sur l'un des suspects, l'un des principaux suspects qui était caché du côté de Bandjoun. Nous l'avons ramené en Konsamba, exploitation faite, et nous a mis sur la trace des autres qui étaient cachés à Mbanga et dans la ville de Souza. Il leur est également reproché le vol des armes de 2 hommes en tenue, vol de munitions et de téléphones portables. Ces présumés délinquants se sont fait prendre au moment où ils se rendaient dans la ville de Kapa pour récupérer un butin de 8 millions de francs CFA. Nous déférons d'abord ce 13e malfrat auprès du commissaire du gouvernement avec qui nous travaillons en étroite collaboration, à qui nous rendons compte de tous les faits que nous faisons. Et l'opération va se poursuivre avec pour intention d'interpeller les 2 autres qui sont encore en cavale. Et ils feront simplement l'objet d'un ordre de suivi. Les renseignements menés par le Collégion du Littoral ont permis ainsi d'assainir les localités de Bandjoun, Mbanga, Souza, Kapa et Douala de ces présumés voleurs qui sont ici présentés aux médias en présence du préfet du Mungo. C'est l'occasion pour nous d'adresser nos félicitations au groupement de gendarmerie territoriale du Mungo et à la compagnie Mungo Nord pour cette autre action d'éclat. Certains membres de ce gang courent encore et la gendarmerie nationale ne compte pas baisser les bras. La police d'Atlanta est actuellement active sur une affaire qui défraie la chronique depuis lundi. Une Américaine d'origine camerounaise est accusée d'avoir abattu 2 de ses collègues de service. Elle a été appréhendée à l'aéroport d'Atlanta où s'est produit le drame. Titi Freeman, Calvin Tekam. Mise aux arrêts par la police d'Atlanta, Raïssa Djuissi-Kenyeu est la principale suspecte d'une fusillade survenue à l'aéroport Hartsfield-Jackson. L'Américaine d'origine camerounaise, interpellée ce 22 août, a selon la police ôté la vie à 2 personnes et blessé une autre à l'aide d'une arme à feu. Cet après-midi, aux environs de 13h42, la brigade de sécurité de l'aéroport a alerté nos équipes à la suite des coups de feu. D'autres coups de feu se sont également fait entendre quelques minutes plus tard, avec tous 2 la même description de l'auteur, celle d'une femme. Wesley Freeman, 41 ans, et Michael Schnischer, 60 ans, sont, selon les médias locaux, les victimes de ce drame. Les mêmes sources indiquent que c'était des anciens collègues de la présumée coupable qui avaient intenté une action en justice contre eux en mai dernier. Au nom des citoyens d'Atlanta, je présente mes condoléances aux familles qui sont touchées de près ou de loin par cet incident. Je veux aussi m'assurer qu'entre-temps, tout Atlanta et tout le monde autour de l'aéroport sachent que tout est désormais rentré dans l'ordre. La sécurité règne désormais. La police d'Atlanta, dans l'État de Géorgie, poursuit ses enquêtes. Dans l'actualité également, le gaz domestique se fait rare chez les distributeurs de Yaoundé. Le combustible est introuvable dans les stations et certains revendeurs. Pénurie ou retard à la livraison. Tentative de réponse avec Muriel Aminanga et Michel Foucault. Ces 2 utilisateurs de gaz de cuisine se concertent pour trouver un point de vente disponible. Ils ont chacun parcouru plusieurs stations depuis ce matin, mais à chaque fois, ils se voient opposer le même geste. On va te faire comme ça, qu'il n'y a pas. Partout où tu pars, on te fait comme ça. Donc tu gaspilles même le carburant, tu ne trouves pas. Tu rentres demain encore, tu viens, c'est la même chose, on te fait comme ça. Presque 4 stations là, je n'ai pas y trouvé les gaz. Je n'ai pas. La bouteille la plus courante dans les ménages, c'est celle-ci, 12,5 kg. Quasiment introuvable depuis ce week-end. Au-delà de la rareté, son prix a été revu à la hausse, une majoration de 500 francs. Comme ça là, il y a c'était ça tout à l'heure là, 7 000. J'ai déposé ça ici, 7 000. 7 000. Oui. Pourtant pointé du doigt par une frange de la clientèle, les revendeurs sont tout aussi inquiets. Je vais expliquer quoi, je ne sais pas ce qui se passe. Votre grossiste ne vous donne pas d'explication? Ils n'ont pas. Même le grossiste n'ont pas le gaz. Pour tenter d'en savoir plus, nous nous sommes rendus à la Société camerounaise des dépôts pétroliers, la SCDP. Hélas, c'est l'omerta pour l'instant, impossible d'avoir ample information sans des formalités préalables.
Dans les ménages toujours en manque, l'heure est aux solutions de secours, le temps que tout revienne à la normale. Et c'est à plein gaz que certains produits éclaircissants continuent d'être commercialisés dans les marchés de la ville de Douala. Ils n'ont pas quitté les rayons et parfumeries de cette ville. Les commerçants engagent un bras de fer avec le ministre de la Santé qui a récemment interdit la commercialisation. Pour eux, cette industrie est un gagne-pain qu'on ne peut remplacer. Reportage Samuel Baïha. Sur le trône de la beauté, les produits éclaircissants n'ont pas encore disparu. Dans les marchés de Douala, la commercialisation des décapants, interdite par le ministre de la Santé, reste l'effet d'un pétard mouillé. On va arrêter l'activité, on va manger quoi si on arrête les activités? Nous ne pouvons pas arrêter, c'est pas facile. On ne peut pas arrêter ça comme ça. Parce qu'on a essayé d'autres choses, ça n'a pas marché. Même si nous sommes fermés dans des chambres, on nous connaît déjà, nous allons vendre. Ça ne va rien faire. Puisque quand tu fais bien, c'est ce que la femme veut. Quand tu fais bien, elle va te chercher. Vous avez un numéro de téléphone, elle peut vous appeler, elle peut venir chercher sa chevaux. Le cosmétique a besoin, on a besoin de cosmétique. Les gens ont besoin de cosmétique. Parce que même pour se laver, il faut du savon. Et ça entre dans le cosmétique. Pour se oindre, il faut toujours le lait. Bon, quand vous comprenez les Lala Claire, c'est les noms des marques. Ce n'est pas pourtant dit quand tu utilises le lait Lala Claire, ta peau serait détruite, tu vas devenir, non. Une résistance qui pousse certaines grossistes, craignant les saisies, d'évoluer dans l'ombre. On peur, ils ne nous livrent plus parce qu'elles ont peur. Les livreurs ont peur, mais les gens qui vendent des bons produits n'ont pas peur. Mais malgré ce vent qui traverse le marché de la cosmétique, les produits éclaircissants demeurent très convoités par certaines femmes. Les produits éclaircissants naturels, ce sont les produits qui demandent le plus. Celle qui est noire va être noire, ou elle veut juste que son teint soit propre. Celle qui est brune va être que son teint soit propre. L'industrie de la dépigmentation est en plein essor au Cameroun. Son expansion menace la santé humaine. Le gouvernement pourra-t-il discipliner les appétits? Et rattraper, redresser la barque des investissements est un appétit dans la région du littoral et les maires sont placés au banc des accusés. Ils constituent pour la plupart des obstacles à la réalisation des projets. Constat fait ce jour à Douala par le Conseil régional du budget d'investissement public en session d'évaluation. David Sandio et Thierry Nana. Le taux d'exécution, de réalisation du budget d'investissement public dans le littoral inquiète. Seulement 17% des réalisations physiques à date, 14 points en deçà de l'année dernière. Réunis en conseil, le constat se dégage. Les maires préfèrent la régie. Il y a beaucoup de maires qui sollicitent les autorisations en régie parce que cette autorisation, il faut l'avoir auprès du ministre des marchés publics. Alors vous voyez le temps d'avoir l'autorisation qui peut prendre jusqu'à 2 mois. Maintenant, trouver, si c'est une régie contractuelle, trouver un partenaire pour réaliser les travaux, qui peut prendre encore peut-être 2 mois. On se retrouve en pleine saison de pluie. Lorsqu'il faut commencer les travaux, il faut patienter. Les différentes représentations du ministère de l'économie accompagnent les mairies dans la maturation des projets. Mais les différents patrons de l'exécutif municipal modifient les projets déjà maturés. Pourtant, les délais courent. C'est des situations qu'on rencontre et qu'on réalise que dans le cas d'espèces, un autre financement se retrouve sur le même projet. Évidemment, ça nécessite une modification. Ce qui causerait problème, c'est si ce n'est pas fait dans les délais plus courts. Parce que plus tôt on procède aux différentes modifications, mieux c'est. Ça nous permet de rattraper les différents délais en dehors des délais initiaux de contractualisation pour le niveau d'avancement d'un projet. Les élus locaux ont donc la charge de faire passer les projets pour éviter la sanction populaire. Lorsqu'on attribue à un maire, n'est-ce pas, des marchés, il doit tout faire, pour que les éléments de maturation se fassent à temps, que les notifications et tout ce qui va avec tout ceci se fasse à temps, pour que les prestataires puissent commencer leur travail à temps. À Douala, le Conseil régional du budget d'investissement public cherche la voie de rectification du tir.
Armand Lenguekuo est le nouveau directeur de l'agence BEAC de Douala. Il a pris fonction cette mi-journée. L'ex-directeur des agences de Nkonsamba et de Limbé maîtrise les rouages de la Banque des États de l'Afrique centrale. Mission lui est donnée de garder le flambeau de la finance toujours allumé. David Sandio et Thierry Nada une fois de plus. Par ce geste, Armand Lenguekuo prend les rênes de l'agence de la Banque des États de l'Afrique centrale de Douala. Nommé par décision du gouverneur, prise le 1er août 2022, avec effet dès le 15 août, il remplace Pierre-Emmanuel Nkoa ici, qui passe directeur national. Le nouveau directeur arrive à l'agence de Douala, une véritable plaque tournante, carrefour et stratégique pour la Banque des États de l'Afrique centrale. L'agence de Douala est une agence phare au sein de la Banque centrale du fait de son siège dans la capitale économique du Cameroun. Elle occupe une place stratégique au sein du réseau de la Banque centrale. Armand Lenguekuo est un inspecteur à la Banque des États de l'Afrique centrale. Et s'il adviendrait le moindre écart, il ne sera pas pardonné. On est un inspecteur en vie et on respecte les principes et les valeurs qui caractérisent la banque, les valeurs cardinales. C'est-à-dire le respect des textes. S'il ne respecte pas les textes, je viendrai le visiter. Le diplômé de l'école de commerce a exercé les mêmes fonctions en Nkonsamba et à Limbé. Il devra travailler en collaboration et se référer à sa hiérarchie. Il doit respecter les textes. Si ça le dépasse, il remonte au niveau de la direction nationale et qui informe le gouvernement de la banque. Et nous fonctionnons avec les textes et les codifications. Le secteur bancaire étant très sensible, le nouveau directeur d'agence implore la discipline dans les rangs. Je tiens à vous assurer que sous ma direction, dans l'ordre de respect et la discipline pour que l'agence de Douala puisse toujours être efficace et efficiente. Fini l'intérim. À la tête de l'agence BEAC de Douala, place au travail. Et des promoteurs de farine locale veulent remédier à la dépendance de l'importation de cette denrée alimentaire à base de céréales pour booster la production quasi nulle dans le pays et promouvoir le Made in Cameroun. Ils se constituent en plateforme depuis ce matin à la faveur de l'Assemblée générale ouverte ce jour par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. L'initiative tend à accompagner le mécanisme d'import-substitution contenu dans la stratégie nationale de développement. Karel Mezatachoya, Serge Alain Zébou. Le Cameroun a importé 260 000 tonnes de blé en 2020 pour un montant de 150 milliards de nos francs, quantité en hausse de 30 000 tonnes par rapport à l'année 2019. La production camerounaise, quasi nulle, entraîne une dépendance sans cesse croissante aux importations, lesquelles exposent le pays aux chocs exogènes des crises comme la Covid-19 et plus récemment le conflit militaire qui oppose la Russie et l'Ukraine. Dans cet environnement, la promotion du Made in Cameroun semble être la solution. Seulement, le mécanisme, en plus d'être essentiellement artisanal, coince à plusieurs niveaux. Il leur faut du bon matériel pour transformer. Lorsqu'on met en œuvre 100 kg de manioc fraîche, on ne peut sortir que 35%, donc 35 kg maximum de farine de manioc panifiable. On a besoin de tracteurs, des égraineuses, parce que quand on est temps, pour faire manuellement, ce n'est plus possible. Outre le manque de moyens pour une production à l'échelle industrielle, une coordination insuffisante des acteurs entrave le décollage de ce secteur. C'est pour inverser la tendance que les producteurs de farine locale se constituent depuis ce matin, ce jusqu'à demain mercredi, en plateforme, le plat de résistance de l'Assemblée générale, ouverte ce 23 août à Yaoundé par le ministre en charge de l'économie. Évocation de ce qui pourrait changer avec cette plateforme. Ça va accroître la productivité dans notre système culturel, ça va diminuer le chômage. Le gouvernement soutient l'initiative. Elle s'inscrit en droite ligne des objectifs de développement contenus dans la SND 30 avec un pilier essentiel, la transformation structurelle de l'économie. Il est important d'aller vers des mécanismes qui vont améliorer la production, la transformation, la consommation avec des changements de comportement. Résultat attendu, une réduction du déficit de la balance commerciale du Cameroun qui devrait passer de 9% en 2018
à 31% du PIB en 2030. Et dans notre série consacrée aux préparatifs de la rentrée scolaire, intéressons-nous ce soir aux tout-petits de la maternelle. Le choix de leur système éducatif est souvent une équation difficile à résoudre pour les parents et de plus en plus certains francophones optent pour le système anglophone et vice-versa. On le voit dans ce reportage de Maria Mazou, Marie-Reine Yavom et Bertrand Tiassé. En plus des fournitures scolaires, des frais d'inscription, les parents sont confrontés à une autre situation en cette veille de la rentrée scolaire. Le choix du système éducatif de leur progéniture est encore un autre défi à relever. Rolande Bia, parent d'élèves, est déjà rodée. Elle est là ce matin pour inscrire son 4e boutchou en section anglophone. Pour elle, voir ses enfants s'exprimer couramment en anglais est un immense plaisir. J'aime bien quand un enfant s'exprime en anglais couramment et parce que ils enseignent aussi mieux qu'en français. Pour cet autre parent, c'est clair que l'anglais est la langue la plus parlée dans le monde. Par conséquent, elle ouvre plus d'opportunités dans le monde d'emploi. Dans ce pays, nous sommes bilingues. Pourquoi est-ce que je ne mettrais pas mes enfants dans une section, dans une formation anglo-saxonne? C'était là mon objectif pour que dans la suite, que mon enfant ne soit pas analphabète. Toujours est-il que l'apprentissage de la langue anglaise n'est pas toujours facile. Les enseignants de la maternelle sont obligés parfois d'utiliser la gestuelle pour se faire comprendre. Je dis, mon ami, viens t'asseoir. Je tire la chaise et je lui fais, assois-toi sur la chaise ici. Elle sait déjà que la chaise que je dis en anglais, chair là, c'est la chaise. Mets-toi debout. Tu fais ça avec l'action. Toi, si tu te mets debout, mets le main en haut. Tu fais tout ça avec l'action. Pour qu'elle sache que la maîtresse est en train de me dire, je mets mes mains en haut. Parmi les raisons évoquées par les parents rencontrés ici, dans les artères de la ville de Yaoundé, les plus courantes sont liées au mode de vie, à la qualité d'enseignement, mais surtout au comportement des élèves anglophones. Autre chose à présent, le Conseil national de la communication va bientôt procéder au recyclage de certains hommes de médias sur l'éthique et la déontologie professionnelle. C'est ce qui ressort de l'audience accordée ce vendredi par Joe Tibonken Kalaboufse au président directeur général du groupe L'Anecdote. La rencontre fait suite aux sanctions prononcées récemment par le CNC à l'endroit de certains journalistes de ce groupe de médias. Le compte rendu de Daniel Anissé-Boudier et Serge Alain Zivou. 4 journalistes du groupe L'Anecdote viennent d'écoper de nouvelles suspensions du Conseil national de la communication. L'entreprise privée va respecter les décisions du régulateur, assurance faite par Jean-Pierre Amogo-Belinga ce mardi, au sorti de l'audience à lui accordée par le président du CNC. Le ciel est sans nuages. Nous allons respecter, comme tout bon citoyen, les mesures prises par le Conseil national de la communication. Nous sommes des républicains. On respecte les institutions. Si on ne respecte pas les institutions, on est dans la cour du roi Péto. C'est pour ça que j'ai fait cette démarche, celle de solliciter une rencontre auprès du Conseil national de la communication. Accompagné de son état-major, le président directeur général du groupe L'Anecdote est venu plaider l'organisation par le CNC d'ateliers futurs de recyclage de ces journalistes selon l'éthique et la déontologie du métier. Dans les prochains jours, voir la possibilité d'organiser de concert avec le Conseil national de la communication, le régulateur, le recyclage, la formation de ces collaborateurs-là pour qu'ils soient édifiés. Le régulateur que nous sommes est là pour aider la presse à améliorer son image. Nous avons un devoir de moralité envers le public. Nous ne devons pas utiliser nos stylos comme des pistolets ou encore nos micros comme des bombes. Une approche pour limiter les multiples dérives observées au quotidien sur les ondes. En culture, Toto Guillaume, la légende du Makossa, était sur scène ce week-end à l'occasion de son anniversaire au cabaret Petit Métis devant quelques personnes invitées. Occasion pour nous de nous intéresser à l'homme qu'on appelle le capitaine. Les précisions avec Aimé Catherine Moukouri. Et voilà le capitaine qui entre en scène depuis plus de 50 ans et il tient le brassard du Makossa.
bouillant et flamboyant pour célébrer ses 67 ans. Il offre à un public de privilégiés les plus belles pépites de son orfèvrerie musicale. L'artiste a pour ce spectacle d'anniversaire une pensée pour Ekambi Briand souffrant. Son attachement à ses confrères révèle la personnalité de Toto Guillaume, qui est la définition de la légende vivante. L'homme à la guitare est le port-étendard d'une révolution de la musique camerounaise des années plus tôt. Une histoire qui commence en 70 avec les Black Steel. Installé en France où il intègre le Conservatoire de Paris et se transforme en une machine à hits. Parmi eux, le mythique Dibena. Et d'autres mélodies incontournables. Toto Guillaume doit également sa popularité à sa qualité d'arrangeur. Il était la plaque tournante au centre des mélodies de ses congénères, Dinabel, Émile Kangué, d'anciens comme Manu Dibango, de jeunes venus après lui, comme Douleur ou Grâce Deka. Togi sur scène, c'est la même énergie, la même lumière, le même souci du détail. Perfectionniste, Guilanyama dévore tout, ou presque. Il reste les appétits, jamais assouvis, d'avoir un requiem de succès et d'émotion à satisfaire à tout moment. Actualité à l'étranger à présent, rentrée scolaire en France, le ministre de l'Éducation Pape Diaye se dit confiant après le recrutement d'enseignants, tandis que le syndicat regrette la non-appréciation du métier d'enseignant par les populations escalmondes, l'île Piédiou et Calvin Tekao. Le métier d'enseignant est en perte d'attractivité, selon l'un des principaux syndicats d'enseignants en France. Ce syndicat observe que beaucoup d'académies devront avoir recours aux contractuels à la rentrée, comme l'Académie de Marseille, Nice ou Amiens. Il est probable qu'il y ait un adulte, on va dire, dans toutes les classes à la rentrée, mais on ne peut pas considérer que ce sont des enseignants, puisque ces adultes-là auront été recrutés en 30 minutes et pas forcément formés, et ils ne seront pas forcément accompagnés pour être enseignants devant leurs élèves. Donc on risque d'avoir effectivement des situations de classe très complexes. À ce stade, nous sommes confiants à la fois pour le premier degré et pour le second degré dans une académie, celle de Créteil, qui est en tension depuis plusieurs années, se réjouit Pape Diaye, le ministre de l'Éducation, lors d'une visite d'un centre de recrutement du rectorat de Créteil. Au même moment, bien entendu, il y a des difficultés dans certaines disciplines, en particulier des disciplines professionnelles pour les lycées professionnels, quelques autres disciplines également auxquelles nous travaillons. Nous ne le nions pas, il y a des difficultés structurelles liées à l'attractivité du métier. Nous recrutons en effet des enseignants contractuels et pour cela nous avons fidélisé un certain nombre de ces enseignants contractuels en prolongeant les contrats jusqu'au 1er septembre de manière à avoir un volant important d'enseignants contractuels expérimentés et à réduire l'embauche de nouveaux enseignants contractuels, mais il est vrai que nous avons recours à une proportion d'enseignants contractuels qui est importante. À la rentrée des classes au Yémen, Midian Aoud sera absent des bancs, contraint de laver des voitures pour aider à subvenir aux besoins de sa famille, pauvre dans un pays meurtri par 8 ans de guerre. Pour Malak, qui a la chance d'aller à l'école, rien ne garantit son retour à cause des bombardements. Notre maison se trouve dans le quartier d'Al-Wada, qui est proche de la ligne de front.
Notre maison est juste en face des snipers. L'éducation est un devoir et nous faisons face aux dangers chaque jour en allant à l'école. Quand je quitte la maison, je fais mes adieux à ma mère car je ne peux pas garantir que je la reverrai à cause des bombardements. L'avocat principal de Najib Razak se dit triste après que l'ex-premier ministre malaisien ait perdu l'appel, fait suite à sa condamnation à 12 ans de prison pour corruption devant la plus haute juridiction du pays. Vous avez entendu la décision de la Cour fédérale. Le verdict a été lu par l'honorable juge en chef. Bien sûr, nous sommes très tristes d'avoir perdu en appel. Je dirais seulement que nous cherchons réconfort et consolation dans les mots d'un grand juriste indien qui a dit « Seul le Tout-Puissant peut rendre une justice parfaite ». Merci beaucoup. Merci. Thank you so much. Et de la réclame avant de refermer ce journal. Après une semaine d'intenses compétitions, le tournoi de la fraternité de la Sanaga-Maritime connaît son vainqueur. Edea Premier a battu l'équipe de Masok Songloulou et repart avec un montant de 1 million de francs CFA. Une initiative de la fondation La Main Tendue du promoteur Jean-Ernest Masséna Ngalébibé pour renforcer le vivre ensemble. Regardez. La ville d'Edea déroule le tapis vert à la finale du tournoi de la fraternité édition 2022. Une initiative de la fondation La Main Tendue du promoteur Jean-Ernest Masséna Ngalébibé. Le stade municipal de la ville d'Edea s'est avéré étroit pour accueillir les personnalités venues des 4 coins du Cameroun pour cette émulation du football masculin. Parmi les invités de marque, les anciens lions indomptables du Cameroun. Rigobert Sombarnac, Joseph Antoine Bell, Isaac Senkot, Lucien Metomo, William Andem. Des modèles pour les jeunes footballeurs. Votre présence ici, vos conseils et les séances de photos prévues constituent pour nous un moment historique pour la transmission de cette flamme et ce que le président de la République, son Excellence Paul Biya, appelle Fighting Spirit, qui a caractérisé les inoubliables épopées de vos époques respectives et celles à venir. Épopée revisitée exclusivement ici avec ce match de gala qui a opposé les vétérans de la Sanaga-Maritime aux anciennes gloires du football camerounais. Score final, 1-0 en faveur des anciens lions indomptables. L'aire de jeu surchauffé, place à la finale proprement dite du tournoi de la fraternité. Edea Premier ici en rouge affronte Masok Songloulou en violet. Après 90 minutes de jeu, Edea Premier lamine son adversaire sous le score sans appel de 2-0 et soulève ainsi le trophée de vainqueur de cette deuxième édition du tournoi de la fraternité et repart avec une enveloppe d'1 million de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes fiers de représenter valablement ce département et nous sommes fiers d'être champions cette année. Le bouquet final du tournoi de la fraternité, avec la participation de 11 arrondissements du département de la Sanaga-Maritime, vient renforcer le vivre ensemble, la paix et la cohésion sociale dans cette partie du pays. Il y avait la fraternité, il y avait la convivialité, il y avait le fair play et le vivre ensemble surtout. Le ministre a mis des petits plats dans les grands et nous disons merci aux populations de la Sanaga-Maritime. La fondation La Main Tendue contribue ainsi à sa manière au développement du sport. Quand nous investissons tous dans ce projet, nous pourrions en un temps relativement court améliorer nos infrastructures sportives, détecter des pépites nichées dans nos contrées et promouvoir une nouvelle génération de champions qui feront notre fierté et celle du Cameroun à l'image de nos anciennes gloires ici présentes. C'est dans cet esprit que pour cette édition, nous allons innover en signant des partenariats avec des clubs professionnels qui voudront recruter et qui ont frappé à notre porte nos meilleurs joueurs. La cérémonie s'est achevée avec la remise des médailles aux participants et les prestations des artistes invités Dédié Yango, Nicole Mara. La Main Tendue du promoteur Jean-Ernest Masséna Ngalébibé vous donne rendez-vous en 2023 pour une autre édition du tournoi de la fraternité.
Et c'est ici que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.